Et on continue là où on était la semaine dernière. S'il vous plaît. Donc la dernière fois, on était arrivé à la question de la cohérence interne, qui est donc une qualité que vous devez essayer d'améliorer dans le site, afin d'aider l'utilisateur à se forger un modèle mental solide du site, ce qui lui permettra d'anticiper, de comprendre, d'apprendre plus rapidement le site et de le mémoriser plus facilement aussi. On avait évoqué l'idée que la cohérence interne, ça se manifestait à différents points de vue à l'intérieur d'un site. Ça peut concerner des questions de présentation, ça peut concerner des manières de fonctionner, ça peut concerner aussi du vocabulaire. Je vous avais montré notamment le site de la commune de Pepinster qui, par exemple, change d'intitulé site de la commune de Pepinster pour portail de la commune de Pepinster, selon la page sur laquelle on est, ce qui est un problème de cohérence interne. Alors, dans la cohérence interne, dans ce qui concerne les aspects liés à la présentation, maintenant, aux aspects visuels du site, vous devez essayer, évidemment, autant que possible, d'utiliser des formats de présentation qui restent cohérents de page en page. Il n'est pas question de changer l'apparence d'un lien, de changer l'apparence d'un bouton, sous prétexte que vous avez changé de page. Ceci, c'est un exemple qui vient de l'ancienne version du site de resto.be. Donc sur resto.be, ils ont un ensemble de formulaires. Tous ces formulaires, on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient la même présentation, ce qui les rendrait repérables et moins sujets à des erreurs éventuellement. Donc ceci, c'est le formulaire qui permet sur la page d'accueil de choisir un restaurant pour avoir des informations à son sujet. Donc vous remarquez que le formulaire est présenté avec un fond coloré. Vous avez un travail sur la couleur des bordures des inputs, qui ne sont pas les bordures par défaut. Vous avez également le bouton Chercher, qui est en dessous en rouge et qui a une icône qui lui est associée. Vous avez une certaine quantité de padding dans les champs. Voilà, donc ça vous donne un premier point de repère sur ce qu'est un formulaire au sein de resto.be. Puis on change de page, vous avez le formulaire de contact qui est déjà différent. Alors vous avez déjà une assez mauvaise pratique dans beaucoup de sites, c'est de mettre un bouton d'annulation du formulaire. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça ne sert à rien. Ça ne peut que générer des erreurs, parce que si c'est la fonctionnalité reset du formulaire, eh bien ça risque de provoquer un effacement non intentionnel des données que vous avez déjà entrées dans le formulaire. Donc déjà, ne faites jamais ça. Et donc ici, ça ne sert à rien, et ici, il n'y en avait pas, donc bon, tant pis. Et puis vous avez manifestement des proportions pour les champs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On a l'impression qu'il y aura plus de padding dans ces champs-ci que dans ces champs-là. Et le select a une certaine apparence qui est violée dans le formulaire suivant, où les selects ont une autre apparence. Pourquoi? On ne sait pas. Mais le select ici est présenté d'une autre manière. Vous n'avez pas la même quantité de padding dans les inputs. Vous avez toujours le bouton chercher, mais il n'y a pas de loop cette fois-ci qui est associé au bouton chercher. Donc ça ne permet pas de mettre en lien la fonction qui est pourtant la même, à savoir trouver un restaurant. Ici, c'est trouver un restaurant pour émettre un avis à son sujet. Dans l'autre, c'était trouver un restaurant pour avoir des informations à son sujet. Mais dans les deux cas, ça vous amène à la fiche d'un restaurant. Et puis vous avez ce quatrième formulaire qui vous permet de poster un avis sur un restaurant, qui lui est complètement différent, qui n'a pas de couleur de fond par défaut, qui propose, qui a un bouton envoyer qui n'est pas aligné à droite comme il l'était dans tous les autres, qui a manifestement dans la section titre de votre avis, on se doute bien que là il y aura très peu de padding, donc de nouveau un autre formulaire. Donc 4 formulaires, 4 formats de présentation qui changent. Ce qui est un peu consternant parce qu'on pourrait se dire qu'ils auraient pu définir des classes appropriées aux différents types de champs et les appliquer de façon systématique, mais ici c'est pas ce qu'ils ont fait. En fonction de la page, ils ont fait des styles CSS différents. Allez comprendre pourquoi.
mais donc voilà, ici, violation, enfin en tout cas la cohérence interne est très faible de ce point de vue. Un autre mauvais exemple, toujours sur le site de la commune de Pepinster, avec tout d'abord des variations dans le layout. Ça, on l'avait vu quand j'étais allé sur le site en live. Mais voici un exemple résumé. Donc, vous avez une page, une autre page. Vous voyez que le layout est très différent selon les deux pages, avec même un petit encadré orange autour de tout le layout ici, alors qu'ici, il n'y en a pas. Vous avez des espèces de boîtes avec elles-mêmes des encadrements. Ici, il n'y en a pas dans les différentes colonnes. Les deux colonnes extérieures sont très étroites et contiennent un texte qui est centré, ce qui fait que parfois on n'a qu'un seul mot par phrase, ce qui est juste une aberration typographique. Ici, ben, tout est aligné à gauche. Dans les colonnes, c'est en gras. Bref, une totale incohérence. Non, il y a une certaine cohérence dans le mauvais goût, on va dire. Mais il y a une totale incohérence stylistique sinon pour le reste. Et puis, ben, si on observe des points de détail comme les liens, par exemple, vous avez différentes apparences de liens. Donc là, de nouveau, pas de cohérence. Vous voyez ici à droite, dans l'administration, le lien est en gras, en bleu gras. À gauche, le lien est en bleu. En bas à gauche, le lien est en bleu plus soutenu. En haut, bah, ce sont des items de menu, donc là on peut comprendre éventuellement. Et puis vous avez un lien pour Google Chrome, Firefox, et oui, ils ont osé, euh, qui, euh, qui sont encore dans une autre apparence. Et puis sur d'autres pages, vous avez encore d'autres apparences. Vous avez des liens en gras noir, vous avez des liens en gras bleu, puis vous avez un lien là qui est invisible pour la plupart d'entre vous, vraisemblablement, qui est en haut à gauche. C'est accueil en dessous de portail de la commune de Pepinster. Il y a un lien accueil dont le contraste est tellement faible qu'on ne le voit pas. Donc une très très grande hétérogénéité dans les présentations, dans les formats de présentation pour les liens, ce qui est un vrai problème, parce que ça n'aide pas l'utilisateur à repérer évidemment. Et puis dans les liens survolés, vous avez encore là des variations. Sur l'accueil, par exemple, là vous n'avez rien de différent par rapport à la situation de départ. Dans location de salle, en fait, dans cette zone-là, les liens survolés apparaissent avec un fond bleu et en blanc. Et sinon, dans la colonne de droite, les liens survolés sont juste dans un bleu légèrement plus soutenu. Donc de nouveau, pas de cohérence à ce point de vue. Donc ça, c'est pour ce qui est des formats de présentation. Ensuite, la manière avec laquelle le site fonctionne devrait être elle aussi cohérente. Je vous avais déjà montré le site de la SNCB avec une recherche que j'avais réalisée à l'international et qui avait posé des problèmes. Ici, vous allez voir un autre exemple. Donc ici, je vais contraster en fait ce qui se passe quand on fait une recherche d'un trajet national versus un trajet international. Donc je fais d'abord un trajet Liège-Bruxelles. Et là, j'ai le résultat immédiatement. Donc je vois tout de suite des propositions. Tandis que quand je fais une recherche pour un trajet international, eh bien là, vous vous souvenez peut-être de cet exemple que je vous ai montré. Ce n'est pas du tout la même expérience que l'on a au final. Donc voilà, je continue ma sélection, je mets une heure. Et là, je ne vois pas directement les résultats. Je suis en fait redirigé vers un autre site, SNCB Europe, où mon trajet va être évalué. Alors, avec tous les problèmes qu'il y avait, que j'avais pointé la dernière fois, notamment le fait que le formulaire n'est pas re-rempli. Mais donc, si je veux maintenant voir mes trajets, je dois recliquer. Donc, le site se comporte de façon différente selon le type de tâche que je suis amené à réaliser. Ici, ce sont deux tâches identiques. Hein, je cherche un trajet sur un scope différent, des voyages internationaux versus des voyages nationaux. Et j'ai deux comportements différents. Alors, si vous voulez améliorer la cohérence interne, vous avez un outil en tant que designer qui est à votre portée, et c'est de constituer une charte graphique. Donc,
plutôt que de vous lancer tête baissée dans la réalisation d'un site et de façon ponctuelle de décider de certaines règles de style que vous allez appliquer sur telle page, sur telle autre page, ça vaut la peine de passer un peu de temps à recenser dans un document à côté du site les règles que vous vous imposez à vous-même pour designer tel et tel et tel élément d'interface ou pour designer tel ou tel processus. Donc pour designer, là je parle en termes d'étapes que vous imaginez. Donc créer une charte graphique et une charte ergonomique, c'est jamais du temps perdu et ça garantit aussi que le site, quand vous allez rajouter éventuellement des pages ou de nouvelles fonctionnalités, vous allez le faire en cohérence avec ce qui existe déjà. Alors, un premier ingrédient que l'on mettra vraisemblablement dans la charte graphique, c'est une grille. Ici, vous pouvez constater, on voit ici le site du journal Le Guardian, qui est un journal anglais excellent tant dans son contenu que dans ses stratégies numériques. On va appeler ça de façon générique des stratégies numériques. Il y a beaucoup d'inspiration à prendre sur la manière avec laquelle les gens du Guardian travaillent et ils communiquent beaucoup justement sur la manière avec laquelle ils réalisent les sites. Donc on voit ici une première page du site. Et alors je vais passer à d'autres pages. Et vous allez constater qu'il y a une grande cohérence dans le layout d'une page à l'autre. Même s'il y a des variations, on a quand même le sentiment d'être toujours dans le même canevas. Parfois vous avez des éléments plus larges, parfois vous avez des éléments qui sont plus étroits. Mais tous ces éléments sont dimensionnés en fonction d'une grille sous-jacente qui organise horizontalement les dimensions justement et la répétition des différentes colonnes qui constituent ce visuel. Donc quand vous avez un bloc de 2 items, généralement il occupe en fait 2 colonnes. Ici vous avez un bloc de 3 colonnes au-dessus avec une colonne à droite, même si ce bloc de 3 colonnes en fait est constitué d'une colonne et 2 colonnes. Mais donc tout est organisé autour d'un certain nombre prédéfini de colonnes, et on appelle ça donc une grille. Donc voilà ici, toujours sur le Guardian, une des pages, où vous pouvez voir une mise en évidence d'une grille qui est pertinente, en tout cas pour la partie du haut du site. Vous voyez, pour la partie du bas, on ne tombe pas exactement au même endroit, mais vous pouvez peut-être quand même vous dire que les éléments qui sont en bas sont eux aussi calés sur une grille, parce que vous pouvez constater que la gouttière qui est ici, elle tombe au milieu de l'image qui est là, et que la même quantité déborde à gauche et à droite, ici pour les 2 images qui sont là. Donc il y a quand même de la rationalité là aussi, et c'est que vraisemblablement la grille n'est pas une grille de 5 colonnes, mais peut-être une grille de 15 colonnes. Peut-être une grille de 15 colonnes. Pour la partie supérieure, ils ont utilisé 5 subdivisions dans cette grille. Et pour la partie d'en bas, ils ont peut-être utilisé ici une subdivision de 3 éléments, donc de 3 sous-colonnes. Et puis peut-être qu'ici, il y a 3 sous-colonnes plus une 4e, 3 sous-colonnes plus 3 sous-colonnes, une sous-colonne plus 3 sous-colonnes. Ce qui fait qu'à mon avis, ici, on a plutôt une grille de 15 colonnes qui est mise en place pour réaliser toutes les pages, en fait. Donc toutes les pages, après, se calent sur ce modèle. Et donc les différentes dimensions sont calculées comme des multiples de ces colonnes. Ceci m'amène éventuellement à vous montrer, je n'avais pas mis un transparent là-dessus. Voilà, pendant très longtemps, un grand nombre de designers d'interfaces web se sont référés à ceci. Alors ceci, c'est un système de grille qui s'appelle 960GS, 960 Grid System. En fait, c'est du CSS. Donc vous commencez votre projet, vous importez votre reset, et puis vous importez ceci, qui va mettre à votre disposition des classes qui vont vous aider à sous-diviser, à dimensionner les différents éléments constitutifs de votre visuel. Ça utilise une grille de 960 pixels, et donc quand vous regardez ici la page, elle fait effectivement 960 pixels.
tout est organisé autour de cette grille de 960 pixels. Alors pourquoi 960 pixels? Parce que 960 est une valeur qui est absolument géniale pour créer des grilles. Parce que c'est une valeur qui est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 8, par 10, par 12, par 15, par 16, par 20, et puis on peut continuer comme ça, je suis 480, mais c'est un peu moins pertinent d'avoir des valeurs comme ça. Donc c'est extrêmement divisible à chaque fois que vous avez un entier, quand vous divisez 960 par un de ces chiffres-là. Donc si vous faites une colonne, vous décidez d'un conteneur de 960 pixels, vous pouvez prendre la décision de le diviser en 15, en 12, en 10, ainsi de suite. Alors selon la grille que vous allez utiliser, l'idée c'est que vous allez utiliser des classes différentes. Donc ici vous avez un conteneur qui fait 960 pixels, et donc vous dites, attention, ce conteneur, en fait c'est un conteneur pour 12 colonnes, et puis dans la suite, eh bien, vous allez dire, ben voilà, maintenant je vais créer un div qui va occuper 7 colonnes dans mon conteneur. Et à l'intérieur de ce div, je vais mettre une div de 2 colonnes, une div de 3 colonnes, une div de 2 colonnes. Et vous n'avez pas alors à calculer les tailles, c'est le système qui le fait pour vous et qui va calculer les tailles en pixels des différentes divs et qui va les positionner les uns à côté des autres avec une certaine valeur routière que vous pouvez configurer éventuellement dedans. Donc c'est extrêmement pratique évidemment et ça donne des sites qui sont construits. Voilà, on va regarder celui-là par exemple, avec une grille de 16 colonnes qu'il ne respecte pas manifestement. C'est bien dommage. Prenons celui-là peut-être. Voilà. Ici, vous voyez que les gouttières tombent pile. Vous avez bien une répartition des différents éléments sur cette grille. Ici, c'est pas tout à fait bon, là, parce que la grille n'est pas juste. Donc c'est bon pour l'organisation entre la gauche et la droite, mais au sein de cette partie ici, ça n'a pas été fait tout à fait bien, même si c'est quand même un peu rationnel, parce qu'on voit qu'il tombe au milieu de la colonne. Voilà, vous avez différents exemples comme ça. L'intérêt pour vous, en termes de cohérence, c'est que cette grille, vous l'utilisez dans toutes vos pages, et donc dans toutes vos pages, vos éléments vont être dimensionnés en fonction de cette grille. Et c'est ce qui est intéressant avec une grille. Une grille vous aide aussi à prendre des décisions de design plus rapidement. Et alors, je disais que c'était fort utilisé avant parce que aujourd'hui, évidemment, avec l'apparition des media queries dans CSS module 3, enfin, du module media queries dans CSS, vous avez maintenant d'autres considérations dans la mise au point d'une grille. Vous n'avez plus une taille forcément prédéfinie de 960 pixels. Vous avez des grilles variables. Et donc, il vous recommande d'aller sur unSemantic pour trouver un système de grille responsive. Alors, je vous dis déjà que c'est loin d'être le seul. Mais voilà, vous avez donc des grilles dont les dimensions sont exprimées cette fois en pourcentage, avec quand même la valeur en pixels pour que vous ayez un espèce de repère, pour que vous sachiez. Donc ici, vous avez des exemples. Et donc j'imagine que si je redimensionne, voilà, vous voyez l'évolution de la grille en fonction des media queries. Media queries que vous ne connaissez pas encore. Et donc vous voyez que l'ensemble s'est réorganisé, hein, voilà, en fonction de la place disponible. Alors je vous disais que vous avez intérêt à donc créer une charte graphique et qu'un des premiers ingrédients de la charte graphique ce sera la grille. Et puis vous avez intérêt aussi à vous faire dans cette charte graphique un guide des styles. Alors on peut regarder ici, il y a différents acteurs, différents sites qui proposent un guide des styles. Donc ici c'est un guide des styles pour créer des applications dans l'écosystème Heroku. On vous dit comment vous devez faire des animations, on vous donne même du code CSS avec le résultat que ça donne. Et puis vous avez une partie consacrée aux composants d'interface que vous pouvez créer. Donc par exemple des cards, sont des éléments d'interface comme ceci, avec un footer, un bouton éventuellement, et ainsi de suite. Donc ici on vous donne
du code CSS, on vous donne, des classes CSS, on vous donne un exemple de balisage. Vous pouvez éventuellement apporter des modifications à ces cards. Donc vous avez différents styles possibles, avec à chaque fois le code correspondant. Donc ceci, c'est une sorte de mini-site qui reprend des exemples d'éléments d'interface utilisés dans les sites produits à partir de là. Vous avez, par exemple, la même chose sur PhoneShop. Alors tout à l'heure, le site avait un problème, il ne fonctionnait pas tout à fait bien. Donc on va regarder peut-être déjà la première page ici. Donc vous avez des indications globales de style avec les couleurs du site et des classes associées. Des repères typographiques avec la taille du body, la taille d'un titre de niveau 1, la taille d'un titre de niveau 2, et ainsi de suite. Donc tout ça fait que tout nouveau contenu qui est produit dans le site de PhoneShop va être produit en utilisant ces classes-là, et donc vous avez une garantie que tout nouveau contenu va être cohérent visuellement avec le reste du site tel qu'il est. Et puis vous avez, alors c'est ça qui ne marchait pas tout à l'heure, cette page-là ne fonctionnait pas, elle ne fonctionne toujours pas, et celle-là non plus. Pas grave, on va aller sur une autre. Voilà, sur MailChimp. Alors, je vous passe 3 exemples, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup, des gens qui travaillent de façon un peu rationnelle et qui organisent leur travail autour d'un set de règles qui sont clairement définies et qui sont réutilisables. Donc ici, c'est MailChimp qui vous montre un petit peu, par exemple, comment faire des boutons. Donc ils ont des styles associés avec une classe button et puis une classe secondaire, une deuxième classe pour faire varier éventuellement le bouton de départ, où ils viennent sans doute écraser les propriétés de style qui sont appliquées sur le premier item. Voilà, vous pouvez voir les select, différentes sortes de select, les inputs. Donc vous avez compris, l'idée c'est d'avoir un endroit centralisé où vous avez toutes les règles que vous avez décidé d'appliquer sur l'interface. Alors ça va même encore plus loin que ça, parce que quand vous êtes un développeur d'applications pour Android ou pour iOS par exemple, eh bien vous êtes tenu de faire des applications qui ne cassent pas l'expérience utilisateur générale du système. Donc vous êtes tenu de faire des applications qui ont un look and feel qui est en accord avec le système. Quand vous développez des applications de bureau, normalement vous utilisez un IDE, un environnement de développement intégré, dans lequel vous allez activer l'apparition d'une fenêtre, par exemple. Et cette fenêtre, ce n'est pas vous qui avez le contrôle sur son apparence, c'est une fenêtre du système. D'accord ? Donc dans le développement d'une application de bureau pour un ordinateur, eh bien, vous vous posez moins de questions. Mais dans le développement des applications pour le mobile, pour les téléphones comme Android ou iOS, là on se retrouve avec une grande variété de technologies. On peut développer nativement avec Xcode par exemple des applications pour iOS, là c'est la même chose que pour des applications de bureau, mais on peut aussi développer avec les technologies du web. Donc on peut faire des applications pour téléphone avec HTML, CSS et JavaScript. C'est ce qu'on fait nous ici. Donc avec ces technologies du web, du coup vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Vous pouvez inventer l'interface que vous voulez. Ce qui est une très mauvaise pratique. Parce que si vous développez une application pour Android, il faut qu'elle ait l'air d'être une application Android. Donc qu'elle utilise les conventions habituelles d'Android. C'est la raison pour laquelle Google a publié des guidelines pour le material design. Donc le material design, c'est la tonalité design des produits Google actuellement. Donc vous connaissez, vous avez tous déjà vu des cercles avec des petits plus dedans et un peu d'ombre en dessous qui ont l'air de se détacher un peu de l'interface. Donc des petits boutons comme ça dans des interfaces de Google, vous avez déjà vu. Et voilà. Donc ici, vous allez trouver en fait toutes les recommandations en la matière. Donc comment vous devez faire vos composants d'interface si vous voulez que ça ressemble à une application Android. Tout en sachant que si vous ne le faites pas, ou que si vous allez trop loin, que vous violez des principes,
votre application, elle est reviewée avant d'être mise sur le store, et donc on peut vous demander de faire des corrections. Donc par exemple, vous avez des composants d'interface comme des cards, je reprends l'exemple des cards de tout à l'heure, on va vous expliquer comment les réaliser. Donc voilà à quoi doit ressembler une card, c'est un exemple de card. Vous aurez les choses à faire et les choses à ne pas faire. Donc à faire, les cards ont des coins arrondis, ont plusieurs actions, peuvent être annulées. À ne pas faire, eh bien, ne pas avoir des coins carrés, et ainsi de suite. Donc vous avez ici plusieurs types d'exemples de ce qui est du material design et de ce qui n'en est pas. Donc ça c'est du matériel, ça ce n'est pas du matériel. Vous voyez la différence entre les deux, avec ici des cartes individualisées qui sont séparées. Dans une galerie, on ne fait pas ça comme ça. Donc ceci afin de garantir la cohérence interne au sein de l'application, mais aussi la cohérence de l'application avec le système d'exploitation dans lequel elle est exécutée. Donc ici, vous n'avez vu que des guidelines pour le composant cards, vous avez des guidelines pour 1000 choses, des patterns, donc vous avez beaucoup de temps à passer dans cette documentation pour lire ce qu'il en est. Vous avez même des recommandations en matière d'accessibilité, de bidirectionnalité du texte. Et puis vous avez aussi des recommandations en matière d'animation. Donc on vous dit comment faire des animations. Donc ça c'est une animation compatible avec le material design. Ça ce n'est pas une animation compatible avec le material design. Donc when moving diagonally upward, begin with a shallow ascent and end with a steep ascent. Don't start an element's upward movement with a steep ascent. Donc ne démarrez pas par un mouvement rapide vers le haut, mais commencez doucement et montez rapidement après. Downward, c'est comme ceci, ce n'est pas dans l'autre sens. Donc vous avez des tas d'indications très précises sur comment faire tout un tas de choses. Vous allez dire que ça nuit à votre créativité. J'ose espérer que votre créativité, ce n'est pas à ce niveau-là qu'elle se situe, mais au niveau des fonctionnalités que vous proposez. Parce que là, effectivement, être créatif, c'est-à-dire inventer tout et n'importe quoi en fonction de votre humeur du moment, c'est une mauvaise définition de la créativité que je viens de dire là, mais c'est une caricature que je veux un peu grossière. Eh bien, c'est une très mauvaise idée parce que vous devez vous conformer à des règles. Vous êtes dans un contexte qui crée des outils qui sont utilisables. Si vous inventez, si vous faites un nouveau marteau, vous n'allez pas faire autre chose que mettre un manche et une tête pour frapper au-dessus. Vous n'allez pas faire un manche avec des picots dedans parce que c'est votre humeur du moment. Ça fait mal aux mains, les picots. Alors, on peut même, tant que j'y suis, les gens de chez Twitter, à un moment, il y a quelques années maintenant de ça déjà, se sont rendus compte que le travail qu'ils avaient fait pour créer du CSS pour Twitter, qu'ils avaient essayé de faire de façon extrêmement rationnelle, pouvait s'externaliser et devenir un outil pour les designers. Et donc ils ont créé une librairie qui s'appelle Bootstrap. Comme son nom l'indique, Bootstrap, c'est un truc qui permet de démarrer un projet. Pourquoi est-ce que ça permet de démarrer? Parce qu'en fait, vous avez, avec Bootstrap, une librairie CSS et JavaScript dans laquelle vous n'avez plus qu'à utiliser des choses qui sont déjà faites pour vous. Du coup, ça manque un peu de personnalisation, évidemment, par rapport au projet que vous réalisez. Mais normalement, Bootstrap ne devrait jamais être utilisé en production, c'est-à-dire sur le site final que vous mettez en ligne. Bootstrap, vous l'utilisez au moment où vous êtes en train de faire un prototype que vous voulez montrer à un client ou tester avec les autres participants de votre équipe de travail. Ça vous permet de mettre très très rapidement en place tout un tas de choses. Donc, que propose Bootstrap? Donc, comme je l'ai dit, c'est juste une librairie CSS, vous la téléchargez. Ça vous donne un ensemble de classes que vous pouvez utiliser. Donc, des classes qui vous permettent de contrôler votre layout, par exemple. Alors, c'est responsive, donc vous avez des conteneurs fluides. Vous pouvez avoir des media queries aussi qui sont déjà prédéfinis. Vous avez une grille pour le layout qui est aussi proposée. Je vous disais tantôt que 960J, c'était vraiment pas la seule qui existait, donc vous pouvez faire ça aussi avec Bootstrap. Donc vous avez des grilles qui existent. Vous avez différents ensembles de règles pour des patterns qui reviennent souvent, comme par exemple le média objet.
qui est un média qu'on retrouve dans beaucoup d'interfaces de plein de sites web et qui consiste à avoir une zone rectangulaire dans laquelle vous avez un visuel, un titre, un texte. Vous avez ça sur Facebook des milliers de fois. Et puis des utilities pour le layout, pour changer le display par exemple, pour masquer, pour afficher. Alors vous avez pardon, des ensembles de règles pour le contenu, vous avez des ensembles de règles pour des composants d'interface, par exemple des alertes. Donc si vous voulez faire une alerte comme ceci, c'est une alerte de danger. Donc vous devez utiliser la classe alerte et puis mettre alert danger sur un div. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Les styles sont déjà définis, donc vous n'avez besoin de mettre que les classes. Pareil, bon, les cards, on va reprendre cet exemple qu'on a vu dans d'autres contextes jusqu'à maintenant. Bah, vous voulez faire une card, eh bien vous avez l'image, le titre, le texte. C'est pas un objet média, c'est un objet card. Média c'est à côté, ici c'est au-dessus. Et puis éventuellement un lien en dessous. Donc vous voyez, vous n'avez besoin que de mettre une classe card sur l'élément conteneur, puis l'image card img top. Donc c'est quand même un peu obstiné, hein, on peut dire ça, Bootstrap, parce que ça vous impose des choses, mais l'idée c'est de faire un prototype déjà utilisable très très rapidement. Ce n'est pas de faire un truc qui est disponible directement en production. Donc aussi pour les formulaires, vous avez des, voilà, vous voulez styler ce formulaire qui est beau, qui est mieux stylé que le stylage par défaut d'un formulaire classique. Eh bien, rien de plus simple. Vous avez une balise forme et puis à l'intérieur, vous avez vos divs avec des classes qui sont appliquées. Donc ça, c'est un form group dans lequel vous avez un label. Donc le label a déjà son style. Vous avez un input avec une classe form control qui va lui donner cette apparence avec les coins arrondis, une certaine quantité de padding. Voilà. Et l'ensemble avec un bon rythme vertical en plus, ce qui ne gâche rien. Et puis vous avez des variantes qui passent par l'application d'un modificateur en tant que suffixe du nom de la classe. Donc par exemple, form control c'est ça, mais form control large c'est ça, et form control small c'est ça. Donc Twitter Bootstrap, c'est aussi un moyen de garantir une certaine cohérence interne, sauf que, comme je l'ai dit, ben, vous n'utilisez pas ça en production. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant? Ben, pour moi, c'est surtout une bonne source d'inspiration parce qu'ils ont un énorme vocabulaire, ils ont envisagé, on va revenir dessus 2 minutes, ils ont envisagé tout un tas d'éléments d'interface justement. Donc ce vocabulaire que vous retrouvez ici, c'est véritablement un vocabulaire du web, de l'interface web. Vous y retrouvez des tas d'éléments d'interface web qu'on a l'habitude de manipuler, comme par exemple des modales. Une modale, c'est ceci. C'est une boîte que l'on peut démettre, enfin supprimer, et qui vient, c'est un peu ce qui remplace le alert JavaScript pourri que vous avez. Donc ça, c'est des boîtes modales qui prennent le pas sur ce qui est devant, enfin ce qui est derrière, pardon, et vous empêchent d'interagir avec ce qui est derrière tant que vous n'avez pas interagi avec cette boîte. Donc c'est quelque chose qui attire votre attention de façon autoritaire. Vous avez des jumbotrons, enfin voilà. Donc ça, c'est votre vocabulaire du web et vous l'avez dans Bootstrap. Donc c'est au moins c'est une source d'inspiration très très appréciable. Quand je vous ai montré MailChimp tout à l'heure, ben, en quelque sorte, ils ont fait leur Bootstrap à eux. Et vous avez intérêt à vous faire votre bootstrap à vous, de façon à... je crois que j'ai fermé le mauvais... Oui, c'est ça, j'ai fermé le mauvais document. Voilà, donc vous avez intérêt à vous faire votre bootstrap à vous, qui est une manière de garantir, quand vous utilisez des classes, que vous avez toujours la même apparence, et que vous avez une certaine cohérence tout au long du truc. Donc c'est un site à propos du site. Non? Rien à voir. Je viens d'enregistrer ça. Bon, je vais l'enregistrer, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et mon enregistrement est toujours en cours, oui.
Oui, c'est ça, l'enregistrement toujours. Bien, on continue. Alors vous vous doutez bien que s'il est question à un moment de cohérence interne, si les designers d'interface doivent se tracasser de préserver une certaine cohérence interne dans les visuels de leur site et dans l'expérience qu'ils proposent, eh bien, il y a aussi, en parallèle, la notion de cohérence externe, qui est une notion qui renvoie à l'idée que lorsque vous faites un design d'interface, eh bien, vous avez tout intérêt à réutiliser des formules qui existent déjà ailleurs, à mener une sorte de veille par rapport à ce qui existe dans d'autres sites et à réutiliser des formules que vous avez vues qui marchent bien et qui sont connues de tout le monde. Donc c'est l'idée qu'un site internet a intérêt à réutiliser des conventions qui sont présentes ailleurs. Et il y a plusieurs avantages à ça. Tout d'abord, vous diminuez le temps d'apprentissage des internautes, qui ne se posent pas de questions quand ils voient l'interface. Pour eux, c'est comme ils connaissent, donc c'est pas compliqué. Vous allez minimiser les risques d'erreur, parce que les séquences que vous allez proposer, les séquences d'action et d'interaction, seront identiques à celles que les internautes connaissent déjà ailleurs, donc il n'y aura pas de surprise. Et puis vous allez faire aussi en sorte que l'utilisateur se sente plus satisfait, évidemment, parce qu'il a moins d'efforts à fournir, il doit moins apprendre, il doit moins être vigilant, donc c'est de toute façon tout bénéfice. Alors cela dit, c'est important aussi de noter que les conventions en question, elles évoluent avec l'évolution des technos, avec l'évolution du web, avec l'évolution des pratiques, avec l'évolution des consommations. Et donc les conventions qui étaient valables il y a 10 ans ne sont plus valables forcément aujourd'hui. Les conventions d'il y a 10 ans, c'était par exemple, ça c'était même il y a 20 ans, au début du web, la première page de l'Internet, la première page du web, était une page qui présentait le projet. Et donc c'était une page dans laquelle vous aviez du texte sur un fond blanc, texte en noir sur un fond blanc, avec certaines zones qui étaient en bleu, soulignées. Et du coup, ça a créé un effet d'amorçage. Tous les gens se sont dit, ah ben ça c'est des liens. Quand on va faire des sites à l'avenir, on va faire des liens bleus soulignés. Et donc pendant un petit temps, on avait cette convention, les gens repéraient facilement les liens, parce que les liens c'était les textes bleus soulignés. Même Google en 2005, je crois, cette page-là date de 2005, faisait encore des textes bleus soulignés. Donc c'est de la cohérence externe. Ça évite les erreurs, ça permet à l'utilisateur de repérer facilement c'est quoi des liens. Donc c'est vraiment un exemple de cohérence externe. Sauf que les feuilles de style étant arrivées et permettant de plus en plus de choses, eh bien les gens ont commencé tout doucement à proposer des variantes, donc à casser la cohérence externe et à proposer des solutions arbitraires de présentation des liens. Au point qu'aujourd'hui, il n'y a plus de style privilégié pour la présentation des liens, et que c'est souvent des effets de contexte qui font qu'on repère les liens. Par exemple, sur la page de Google de 2011, je pense, on voit ici que les liens, c'est toujours du bleu, mais ils ne sont plus soulignés. Ce qui est une mauvaise idée, finalement, parce que en termes d'accessibilité, ceci est sans doute moins accessible aux daltoniens, qui ne repèrent peut-être pas le bleu par rapport au reste du texte. Donc la couleur seule ne suffit pas à identifier un lien. Donc la cohérence externe, si vous voulez améliorer la cohérence externe, il y a différents plans sur lesquels vous pouvez le faire. La localisation des éléments dans l'interface, il y a des endroits qui sont conventionnels pour certains éléments d'interface. Vous connaissez-les, par exemple le champ de recherche, on sait qu'il est souvent en haut à droite. On sait aussi que souvent l'icône ou le logo qui se trouve en haut à gauche est cliquable et est un élément qui représente le logo du site. Les conventions de vocabulaire, un panier dans un site web e-commerce, c'est un panier d'achat, c'est l'endroit où on va mémoriser les articles que l'on veut effectivement acheter. Donc respectez cette convention de vocabulaire, n'inventez pas un nouveau mot sous prétexte que vous faites un site de vente de produits pour la randonnée, n'allez pas inventer sac à dos à la place de panier, ça reste un panier. Respectez aussi les conventions. Moi, mon ancien patron me demandait souvent de faire ce genre de bêtises, d'avoir
un champ lexical en lien avec l'activité, alors qu'il y a des termes dans le lexique qui sont dédiés. Des conventions d'interaction, comme je le disais tout à l'heure, souvent le lien, le logo est en haut à gauche, et quand on clique dessus, on revient à la page d'accueil, c'est une convention d'interaction. Quand on clique sur le logo et qu'il ne se passe rien, ça peut être frustrant, parce qu'on a l'habitude que ça marche comme ça ailleurs. Et puis des conventions de présentation, oui, par exemple les liens en bleu, dont je parlais tout à l'heure, ou repérer qu'un select a au moins une petite flèche sur la droite qui permet de dérouler, hein, c'est voilà, des conventions de présentation. Si vous allez sur le site, la société qui a fait le site des chaussettes, là, Archiduchesse, s'appelle Axome. Alors ce sont des spécialistes d'un CMS d'e-commerce particulier qui s'appelle PrestaShop, qui est un des CMS les plus populaires, le CMS le plus populaire en matière de réalisation d'e-commerce. Et donc si on regarde les e-commerce qu'ils réalisent avec PrestaShop, je ne sais pas s'il y a des liens facilement accessibles. Ah, ils ont un peu changé le site apparemment. Est-ce qu'il y a un lien pour aller voir le site ? Ah non, tiens. Bon, je ne sais pas vous le montrer, il faudrait que je cherche sur Google à chaque fois le lien, c'est pas grave. Mais faites cette démarche d'aller voir, vous regardez tous les e-commerce qu'ils ont fait, vous allez trouver des tas de patterns qui sont extrêmement récurrents. J'en avais noté quelques-uns, peut-être que je peux les utiliser. Oui, voilà. Donc vous avez, de façon systématique, vous avez un lien qui vous permet de vous identifier, puis le panier souvent est en haut à droite. Vous avez le champ de recherche ici qui est mis au centre et le logo ici. Donc regardons-en un autre. On se retrouve avec le champ de recherche au milieu. Il est 11h15. D'accord. Vous avez le champ de recherche qui est ici au milieu de la même manière. Vous avez un logo ici, vous avez le bouton de connexion et le panier. Tout ça se trouve à droite de la même manière. C'est pas tout à fait la même présentation, mais c'est quand même, on est dans les mêmes zones. Vous avez les coordonnées, puis vous avez un grand splash screen au milieu avec vous avez aussi un méga drop-down. Et ici, on retrouve encore le même type de présentation. Donc il y a une sorte de cohérence inter-site dans la manière de présenter. Et ce n'est pas seulement leur réalisation à eux, c'est les réalisations de... Ah, sur le bon. Ce sont les réalisations souvent liées à PrestaShop qui sont comme ça. Donc du coup, ça installe des habitudes d'utilisation qui sont tout bénéfices pour l'utilisateur. Alors voilà un exemple de site qui viole, c'est le nouveau resto.be, j'aime bien m'acharner sur eux, qui viole cette notion de cohérence externe, et ça a posé des problèmes. Je vous ai dit qu'on a fait des tests utilisateurs. Sur resto.be, et plusieurs utilisateurs ont échoué à poster un avis, parce que pour poster un avis, il faut créer un compte, et ils n'ont pas su créer un compte. Alors voici ce que propose l'interface. Donc, vous voulez créer un avis, vous devez vous connecter à l'interface de resto.be. Pour ça, vous devez entrer vos identifiants. Soit vous utilisez le lien social, donc connexion avec Facebook, recommandé, moi je vous le déconseille. Et puis, si vous n'utilisez pas la connexion sociale, alors vous pouvez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et une fois que vous avez entré ces valeurs-là, évidemment, vous vous connectez. Mais si vous n'avez pas de nom d'utilisateur et de mot de passe, vous devez en créer un. Et là, la plupart des utilisateurs que nous avons vus et qui essaient d'utiliser cette interface
n'ont pas su le faire, parce que le bouton qui permet de créer le compte, en tout cas le moyen d'accéder à la création de compte, n'est pas conventionnelle, n'est pas cohérente avec ce qui se fait dans les autres sites. Déjà, elle est débile, parce que l'intitulé, c'est juste ou enregistrer. Alors, généralement, quand on dit machin ou truc, le ou truc se met à droite du machin. Donc déjà, là, c'est bizarre de tomber sur un truc qui commence par ou, alors qu'il n'y avait pas d'alternative avant. Mais bon. Enregistrer, alors moi, quand je dis enregistrer, je me dis que je vais enregistrer les informations qui sont là. Je ne me dis pas que je vais m'enregistrer ou me créer un compte. Donc le libellé qui est présenté ici viole l'habituel s'enregistrer que l'on trouve sur des autres sites, et donc viole la convention externe et ne permet pas de repérer facilement que c'est là que se trouve la fonctionnalité qui permet de se créer un compte. Entre parenthèses, ce serait mieux d'ailleurs d'avoir se créer un compte. Et enfin, l'apparence du bouton, enfin de l'élément d'interaction, ce n'est pas une apparence de bouton. C'est une apparence de bouton, mais qui semblerait désactivée. Donc c'est une très très mauvaise interface. Cela dit, on peut remercier Resto.be de faire appel à des ateliers protégés pour réaliser leur site. Parce que quand même, ils ont fait appel à des gens qui n'étaient pas super compétents. Biobac, ça c'est tout à fait autre chose. Ça va dans le sens inverse de tout ce que je suis en train de dire. C'est une espèce d'expérience, ça ne respecte aucune convention. Ça nécessite d'avoir Flash, donc je ne sais pas vous le montrer sur... j'ai pas Flash, je ne veux pas avoir Flash. Donc, mais voilà une vidéo. Donc déjà, il y a du son sur les liens, c'est inhabituel. Puis on sent bien que ça va être un peu décalé. Voilà, donc l'interface, en fait, elle est une interface à explorer, c'est une grande image. Et vous devez déplacer, en fait, cette grande image pour voir les contenus qui sont associés. Vous avez parfois des objectifs préparés sur le côté, trucs à faire. C'est interactif, vous pouvez agir dessus. Et donc, évidemment, ça viole toutes les conventions, mais c'est normal, c'est une expérimentation ici. Pour revenir à quelque chose de plus mainstream, de plus normal, vous avez ici un e-commerce qui a voulu être original. Donc ils vendent des vêtements essentiellement et des bijoux, des accessoires, parce qu'ils ne sont pas donnés. Hein. Et alors, comme c'est un peu exclusif et comme ils sont un peu différents et qu'ils veulent se la péter, ben, eux, on ne met pas dans un panier, on met dans un sac. Et donc ça, c'est de nouveau une erreur, vraisemblablement. Ça ne permet pas d'identifier, donc on viole une convention de vocabulaire ici. C'est un panier d'achat par un sac que les gens utilisent. Donc ça ne permet pas de repérer aussi facilement la fonction et ça sème peut-être un peu le doute. Voilà, on va faire une petite pause maintenant. Bien, on va passer à la suite. Donc, pour le moment, on vient de terminer la partie sur la cohérence interne et la cohérence externe. Un autre point dont parle Amélie Boucher, donc pour le moment, vous avez eu 4 sujets sur lesquels elle vous a donné des recommandations. Je vais essayer d'illustrer, de relayer ici. C'était l'architecture du site, l'organisation visuelle de la page, la cohérence interne, la cohérence externe. Alors, un autre sujet qu'elle aborde, c'est celui de l'information, la qualité de l'information que vous donnez à vos visiteurs. Et en parlant de l'information, elle ne parle pas forcément de la qualité du contenu du site, parce que ça, évidemment, c'est très dépendant de tout un tas de facteurs, mais c'est plutôt l'information que vous mettez autour de l'information. Donc, c'est tout ce que vous donnez comme indice à l'utilisateur pour l'aider à se forger une représentation de ce que c'est le site, de ce qu'il doit faire, comment prévenir les erreurs, et ainsi de suite.
Alors, une des choses qu'elle dit en préliminaire, c'est que le site doit être poli. Je ne reviendrai pas pendant 3 heures là-dessus, ça me paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, surtout, le site doit normalement essayer d'informer l'internaute de manière complète et de manière au moment opportun. Alors, je prends un exemple d'un travail réalisé par un de mes étudiants pour le moment, une première version d'un projet qui va être un projet de fin d'études. Voilà, donc c'est une application mobile, c'est pas un site. Donc a priori, si vous l'avez installé, bah, vous savez ce que c'est. C'est pas une application native, c'est une application PWA, comme on appelle ça. Donc c'est d'abord un site, mais qu'on transforme localement en application. Et donc voilà, que fait cette application? Comment? Vous ne pouvez pas le savoir, évidemment, hein, avec ça. Donc on vous demande un email, un mot de passe, une connexion, on vous demande de vous inscrire. Donc on vous demande des choses importantes, hein, votre email, pour vous inscrire éventuellement. Et puis vous ne pouvez pas savoir pourquoi, il n'y a même pas un visuel qui vient soutenir. Donc en troisième année, je me trouve souvent confronté à ce problème d'avoir des projets réalisés par les étudiants qui ont vraiment des gros problèmes d'information. On me demande qui je suis, mais je ne sais toujours pas pour quelle raison on me demande tout ça. Que faire? Alors, que faites-vous? Je suis conducteur ou passager? Ah, là, j'ai peut-être des indices qui me permettent de savoir qu'en fait, ça va être une application de covoiturage. Là, ici, pour le moment, vous voyez une maquette, hein, c'est une preview. Puis là, il loupe une occasion, il utilise le mot accueil au lieu de nouveau donner de l'information pertinente. Ça ne m'intéresse pas d'avoir accueil à ce stade-ci. Voilà, qu'on nous dit c'est quoi la fonction de cette page, pas accueil. Et qu'on nous dit surtout de quel site il s'agit, de quoi il s'agit. Donc voilà, des vrais problèmes d'information générale qui manquent dans le cas présent. Donc vous l'avez compris, le site doit donner de l'information générale. Premier exemple, sur Beta Série, quand vous arrivez sur Beta Série, vous voyez tout de suite une phrase qui vient vous dire de quoi il s'agit. Beta Série est le premier site dédié aux séries télévisées, on aurait pu mettre. Et puis, mais bon, ça on avait compris, c'est implicite. Et puis on vous dit ce que vous pouvez faire dessus. Ajouter, partager, découvrir de nouvelles séries avec simplicité. Et puis en plus de ça, quand vous avez une action critique comme s'inscrire sur Beta Série, vous avez un peu une idée du bénéfice que vous allez pouvoir avoir, créer votre profil et ajouter vos premières séries en moins de 2 minutes. Donc on vous encourage quand même à le faire, il y a une bonne information qui est associée à ça. Un exemple plus ponctuel, plus directement pratique. New Pharma, c'est une pharmacie en ligne. Son nom aurait pu déjà nous indiquer que c'était une pharmacie, effectivement, mais ils ont pris la peine de le remettre, et surtout de mettre belge dedans. Ce qui, sur un secteur concurrentiel mondial, comme vous pouvez acheter aujourd'hui des compléments alimentaires ou des médicaments aux États-Unis, à la limite, c'est une information qui est importante parce que du coup, vous savez que peut-être au niveau des frais de port, ce sera imbattable. Donc, c'est intéressant d'avoir cette information-là. Alors, il faut aussi retenir une chose, ça c'est un aperçu de ce que vous voyez sur le site, mais bien souvent, l'expérience des gens et l'information générale, les gens en ont besoin avant même d'arriver sur le site. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui exploitent le web par le biais exclusif de Google. C'est-à-dire que pour aller sur Internet, ils ne font pas lancer leur navigateur, taper l'adresse dans la barre d'adresse, non. Ils ont une page d'accueil qui est la page d'accueil, une page d'accueil avec un champ de recherche, et ils tapent le terme de recherche qu'ils ont envie de chercher, puis ils ont un résultat de recherche, et enfin ils cliquent sur le lien correspondant. C'est peut-être le cas d'un certain nombre d'entre vous d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais ce que ça implique, c'est que vous devez aider Google à informer correctement les internautes au sujet de ce qu'ils vont voir. Donc par exemple, ici vous avez un résultat, mais je peux peut-être aller directement sur Google, ce sera plus malin. Voilà, donc là j'ai fait une recherche pour New Pharma. Et je vois le résultat qui apparaît ici. Donc pharmacie en ligne Belgique, prix bas et livraison, New Pharma.
avec une description, pharmacie en ligne, New Pharma, 30 000 médicaments et produits de pharmacie, prix bas, livraison, 24 heures, et puis après, 3 petits points. Et même une vidéo qui vient illustrer. Donc Google m'informe de façon relativement complète. Alors ce qui est intéressant, c'est de chercher pharmacie en ligne. Vous retombez sur New Pharma, mais vous n'avez pas le même titre. Vous avez pharmacie en ligne Belgique, prix bas et livraison gratuite dès 39 euros, et plus New Pharma. Par contre, vous voyez dans l'URL que c'est effectivement New Pharma, et donc vous n'avez pas l'indication ici de New Pharma au niveau du titre. Et puis vous avez de nouveau la description. Donc premier renseignement, Google, en fonction de comment vous cherchez et quel terme vous utilisez, va vous donner des résultats qui seront parfois différents pour le même site. Ça, il faut savoir. Cela dit, les contenus qu'il va vous afficher, c'est quand même des contenus qu'il ne va pas inventer. Donc ce sont des contenus qui sont effectivement des contenus qui proviennent du site. Alors où les trouve-t-il? Donc ici vous êtes sur le site, vous voyez bien le logo New Pharma, vous savez que vous êtes sur New Pharma. Mais l'information que Google utilise en fait c'est le title qui est là pour afficher dans le résultat de recherche que vous avez vu tout à l'heure. Donc ceci. Pharmacie en ligne Belgique, prix bas et livraison gratuite de 39 euros. Vous retrouvez ça ici. Donc pharmacie en ligne, prix bas et livraison gratuite dès 39 euros. Alors, ils ont fait ici un travail de qualité pour le référencement. Donc quand vous cherchez pharmacie en ligne Belgique, c'est eux les premiers qui tombent. Et de fait, dans le title de la page, il y a pharmacie en ligne Belgique. Ils font l'hypothèse que vous saurez que vous êtes sur New Pharma parce que vous regardez la page d'accueil, vous voyez le logo et ok, vous êtes sur New Pharma. Cela dit, ceci pose un problème. C'est bien pour le référencement et Google, lui, saura qu'il est sur New Pharma, donc il n'y a pas de problème, il saura faire le lien. Par contre, pour vous, ça va être un problème parce que, je vais retourner ici sur New Pharma, en tant qu'utilisateur, ici, comment est-ce que vous repérez l'onglet dans lequel vous avez New Pharma? Alors imaginez que vous êtes aveugle et que vous utilisez des outils d'assistance qui vous permettent de parcourir les onglets et qui vous annoncent les titres. Et à aucun moment vous n'aurez New Pharma qui sera annoncé. Si c'est New Pharma que vous avez dans votre tête et que vous cherchez, ça peut être gênant. Donc ici, ils ont pensé d'abord au référencement, mais pas tellement à l'expérience utilisateur. Ça pourrait être meilleur. Et alors la deuxième chose qu'on a vue, c'était la description dans le résultat de recherche. Pharmacie en ligne, machin. Et ça, bah, évidemment, c'est dans la balise méta, plus particulièrement dans celle qui contient la description du site. Vous retrouvez pharmacie en ligne New Pharma, 30 000 médicaments et produits par pharmacie, prix bas, livraison, 750 000 clients, achetés ici. Alors vous avez aussi sur New Pharma une balise méta qui contient des mots-clés. Google vous dira que les mots-clés, ça ne sert plus à rien, qu'il ne faut pas en mettre. C'est parce que Google pense à Google. Google pense que la fonction unique et principale des mots-clés, c'est de l'aider à situer le contenu du site ou de la page directement, enfin de l'aider avec ça. Et ils vous disent même que si vous mettez des mots-clés, maintenant, ils pourraient vous dégrader dans votre positionnement, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ne les écoutez pas. Donc, ils ont tort de dire qu'il ne faut plus mettre de mots-clés. Il faut mettre des mots-clés. Parce que le web n'est pas uniquement un truc à destination de Google. Le web, c'est une base de données documentaire, une base de données d'information. Et il n'y a aucun contexte de base de données documentaire dans lequel il n'est pas intéressant de ne pas mettre des mots-clés pour caractériser les contenus. Donc, c'est toujours intéressant de mettre des mots-clés pour caractériser les contenus, parce qu'il n'y a pas comme robot que Google qui va aller sur le site. Il y a d'autres robots qui vont sur le site et qui pourraient tirer un bénéfice de cette taxonomie que vous avez associée au site ou à la page. Donc mettez des mots-clés, c'est bien. Voilà encore un autre exemple avec Sarenza, qui est un magasin de chaussures en ligne. Dans le monde francophone, en tout cas dans nos régions, c'est le numéro 1 de la chaussure en ligne. Vous avez ici un excellent titre, de nouveau.
et une excellente description. Donc une très bonne information générale avant d'arriver sur le site. Alors, comme je l'ai montré avec un exemple d'un de mes étudiants, ce n'est pas toujours gagné. Et particulièrement dans le chef de nos étudiants, on a très fréquemment, c'est même plutôt la norme, des gros problèmes d'information, de qualité de l'information. Je vous montre un autre exemple. C'était une première version du portfolio d'un étudiant qui est sorti l'année passée. Bon, il y a d'autres problèmes parce qu'au niveau du contenu, il n'y a rien ici, donc ça méritait d'être amélioré. Mais au moins, quand on arrive sur la page, on sait de quoi il s'agit. On est sur le site de Mathieu Claessens et c'est un web développeur et designer. Ok. Donc jusque-là, ça va bien. Il y a une information générale sur ce qu'est le site. Mais si on va sur une autre page, on tombe là-dessus. Alors sans doute que Mathieu a dû se dire, bah oui, bah les gens ils l'ont vu sur ma page d'accueil qu'ils sont sur le site de Mathieu Claessens. Mais ça, c'est une page d'accueil aussi. Vous pouvez arriver là depuis Google directement. Donc si vous arrivez sur cette page depuis Google directement, vous n'avez aucune idée de où vous êtes. Vous êtes peut-être en Patagonie. Mais voilà. Donc c'est un peu un problème. Donc cette information générale devrait se retrouver sur toutes les pages du site. Je vais sur Sarenza, oui, je suis OK, Sarenza Belgique, OK. Donc je vois ici l'information générale qui est présentée ici, Sarenza, Serious About Shoes. Alors c'est peut-être dommage que ce soit en anglais alors que c'est essentiellement une clientèle francophone qui vient chez eux. Donc ça, à mon sens, c'est une erreur. Mais vous changez de page et vous avez toujours cette information à propos du site qui est présente. Donc à aucun moment vous n'êtes en train de vous demander sur quel site vous trouvez. Pardon. Sur celui-ci, c'est moins net. Ça, c'est un site qui a été réalisé par une agence qui a été créée par des étudiants de chez nous. Alors, si dans le logo du site, il n'y avait pas le mot construction, vous ne pourriez pas imaginer à partir de la paraphrase qui est en dessous, de la tagline qui est en dessous, de quoi parle cette entreprise. Ça peut tout aussi bien être une entreprise qui fabrique des chocolats qu'une entreprise de construction. Heureusement qu'il y a le nom du site pour créer un contexte qui donne du sens. Donc c'est un peu raté ça. On va aller quand même vérifier que c'est bien un truc de construction. Oui, une fois qu'on est là, on se rend compte qu'on a affaire à des maisons, tout ça, donc ok. Par contre, celui-ci, c'est fait par la même agence. Alors, après, je ne blâme pas l'agence, parce que l'agence a un client. Et le client, parfois, fait des demandes, et l'agence doit se plier aux demandes du client. Mais ici, bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est un ophtalmo. C'est un type qui s'occupe des yeux, la vision. Groupe vision. On voit même une lentille, là, à droite. Ah. Donc, on va aller voir ce site d'ophtalmo. Donc c'est une société holding de management et de management, gestionnaire d'entreprises, de patrimoine d'activité et des secteurs immobiliers variés. Ok, rien à voir avec les yeux en fait. Donc groupe vision. Une petite phrase pour venir donner un peu plus d'informations sur le truc, ça aurait été pas mal. Encore un travail réalisé par un de mes étudiants il y a 4 ans, je pense, ou 3 ans, 3 ou 4 ans. Donc il me donne ça. Et moi je sais ce que c'est évidemment, mais ça c'est la page d'accueil. Je ne sais même pas si sur les autres pages il y a encore le logo. Mais voilà, que vend ce site? Des madames. Ils vendent des madames, d'accord. Il y a une madame sur la page d'accueil. Donc ils vendent des madames. Ah non, il y a aussi homme-femme au-dessus. Donc ça doit être des vêtements peut-être. En fait c'est des chemises. Je crois. Donc de nouveau un gros défaut d'information. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Donc vous voyez, je vous ai montré 3 exemples d'étudiants. Ces 3 étudiants qui ont quand même réussi, donc ce n'étaient pas des mauvais étudiants. Mais c'est pas donné. C'est pas facile d'informer correctement. Donc pour l'information générale, toujours rappeler à l'utilisateur
sur quel site il est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il fait là. Ensuite, vous pouvez aussi donner de l'information moins générale, de l'information ponctuelle. Quand l'utilisateur est en train de naviguer, par exemple, le renseigner sur l'emplacement où il se trouve. Un fil d'Ariane remplit cette fonction-là. Donc ici, vous avez des informations ponctuelles sur l'endroit où vous vous trouvez dans le site. En plus, c'est un outil qui vous permet de revenir éventuellement dans d'autres niveaux de l'architecture. Donc ça, c'est bien. Les placeholders sont aussi un moyen de donner de l'information ponctuelle. Donc ici, vous avez un formulaire avec des labels et des placeholders. Les labels ne peuvent pas être remplacés par les placeholders. Vous devez utiliser les deux. Donc ici, je vois que je dois entrer mon nom. J'ai un exemple, mon entreprise, mon email. J'ai un exemple. Le placeholder, c'est un exemple. Un exemple ou un indice de ce que je dois mettre. Par exemple, pour le mot de passe, on me dit un truc facile à vous rappeler, mais pas facile à deviner. Voilà. Donc ça, c'est une bonne utilisation des placeholders et des labels, au contraire de cet exemple-ci, où les placeholders ont été complètement... on remplace complètement les labels. Ça, c'est à ne jamais faire. Pourquoi est-ce que c'est à ne jamais faire? Je vais utiliser ce formulaire. En fait, si j'ai choisi ce formulaire, c'est parce que j'ai eu un problème à cause de ça, à cause de cette utilisation des placeholders à la place des labels. Simplement, je dois aller sur Web Archive parce que pour le moment, ils ont changé depuis. Donc, imaginez, moi j'étais là et je voulais télécharger effectivement un livre. Donc, pour télécharger un livre, vous devez entrer votre nom, votre prénom, enfin, vous devez vous identifier. Et donc, moi, je vois, bon, bah, ok, je dois m'identifier, je vais aller vite, quoi. Donc, je donne mon prénom, je donne mon nom, et puis je vois compagnie en dessous, je tape HEPL. Je vois encore compagnie, et comme un imbécile, je retape HEPL et je me demande pourquoi est-ce que je dois taper 2 fois HEPL. Donc, du coup, là, déjà, si je me demande ça, j'ai plus de label. Donc, moi, en première approche, j'ai fait une erreur. J'ai tapé 2 fois HEPL, mais je ne sais plus dans lequel c'est l'email. Donc ma seule solution à ce niveau-ci, si je veux corriger, c'est de vider le champ, et puis de « Ah oui, ok ». C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit « Mais pourquoi je dois taper 2 fois HEPL ?» Et là, je me suis rendu compte que j'avais loupé en fait un champ dans lequel je devais entrer un email. Donc là, je peux entrer mon email. S'il y avait eu un label, je ne me serais pas posé la question. Le label doit être permanent. Le label, c'est un moyen de dire tout le temps à quoi sert le champ. Donc voilà, le placeholder, c'est un moyen de donner de l'information ponctuelle par rapport à une fonction à réaliser. Alors après de l'information ponctuelle, on assiste de plus en plus aujourd'hui à on est confronté de plus en plus souvent aujourd'hui à des systèmes numériques, des systèmes informatiques dans lesquels des choses se passent sans que vous soyez présent, sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Vous prenez un téléphone portable, vous allez avoir des appels en absence, vous allez avoir des messages. Si vous avez des applications, peut-être qu'il y a de l'activité d'autres membres qui utilisent la même application qui vont vous laisser aussi des notifications. Ou alors, par exemple, sur Amazon, vous avez mémorisé dans votre panier d'achat, parce que c'est une fonction qui existe, ça, sur Amazon, vous pouvez mémoriser des articles dans votre panier d'achat. Amazon vous dira que vous avez éventuellement des articles qui ont changé de prix. Ça, quand vous avez des systèmes qui vous informent de choses qui se sont déroulées sans que vous ayez, vous, déclenché le truc, on appelle ça des notifications. Et donc, c'est des systèmes de notification. Vous retrouvez ça aussi, par exemple, sur Beta Série, avec des infobules sur le côté qui servent à notifier à l'utilisateur que les épisodes d'une série qu'il a décidé de suivre avaient été diffusés récemment à la télévision. Donc, des systèmes de notification qui sont des informations qui ne sont pas tout le temps là et qui n'apparaissent que de façon ponctuelle lorsque quelque chose a changé au niveau du système sans que l'utilisateur intervienne. Alors de l'information ponctuelle, ça peut être aussi un exemple comme celui-ci. Alors c'est sur Sarenza de nouveau. Donc ici vous avez la possibilité d'acheter des chaussures, vous avez un sélecteur de taille. Bien regardez comme ce sélecteur de taille est bien fait. Vous n'allez pas
commencer un processus d'achat en choisissant une taille pour laquelle vous n'avez plus d'exemplaires qui est disponible, parce que vous êtes informé et le select ne permet pas de sélectionner une taille dont les exemplaires seraient épuisés. Donc vous avez une présentation du stock correspondant aux paires, aux numéros, enfin aux pointures, directement dans le select. Donc ça c'est une super bonne idée évidemment. Voilà, après ça demande évidemment de programmer, hein, ça demande d'être compétent. C'est pour ça qu'il y a plein de sites mal faits et qu'il y a des sites bien faits. Alors de nouveau aussi, ici une zone de contenu dans Sarenza qui s'adapte en fonction de votre expérience du site. Donc on a vu ici que le select, il était différent selon la chaussure que vous avez choisie, selon les pointures, selon l'état du stock. Ici en plus Sarenza vous montre les derniers modèles que vous avez vus. C'est tout bénéfice pour eux, c'est tout bénéfice pour vous aussi. Parce que du coup vous pouvez revoir les chaussures que vous avez éventuellement vues, sur lesquelles vous avez hésité. Ça vous fait une espèce d'historique qui mémorise pour vous des choses. Donc c'est de l'information ponctuelle de nouveau. Mais qui apporte une certaine valeur ajoutée à l'expérience utilisateur. Alors, l'information ponctuelle, on peut aussi parler d'information opportune, donc de l'information qui est utile à un moment donné pour réaliser une tâche particulière, donc qui n'est pas là tout le temps non plus, mais qui va intervenir à certains moments. Par exemple, la progression d'un téléchargement. Ça, c'est un site qui avait gagné un award sur Awards. Et donc, moi, comme une fois sur deux, les sites qui sont sur Awards, je ne sais pas aller dessus. Et là, c'était un exemple de plus. Donc ici, il y a loading dans la boîte rouge. Donc je sais que ça charge. Alors pendant que ça charge, j'ai des informations pas intéressantes qui défilent. J'ai du mal à me représenter à quoi sert l'application avec juste ces informations-là. On aurait pu m'informer. Donc ça continue. Là, apparemment, je suis revenu à la première image de cette espèce de boucle de chargement. Deuxième image. Troisième image. Et je vous jure que je ne triche pas là. Moi j'ai utilisé mon navigateur, je suis allé sur le site et voilà ce qui s'est passé. Alors, donc ici, le problème en termes d'information, c'est qu'on n'informe pas de façon utile sur l'évolution du chargement. On me donne des informations rien à voir et pas assez précises pour que je puisse me rendre compte de ce que c'est le site. Mais on ne me dit pas combien d'octets ont été chargés. Les API de développement permettent d'avoir accès à cette information-là. On ne me dit pas non plus quelle quantité d'octets reste à charger. Or, ces informations-là, elles sont également disponibles. Donc, ici, c'est vraiment... le développeur a les informations sous la main, mais il ne les communique pas. Donc, il fait un mauvais système de chargement qui n'informe pas de façon utile l'utilisateur. Je ne suis jamais allé voir finalement ce que faisait ce site parce que je n'ai jamais su rentrer dessus. Toujours de l'information opportune, c'est de l'information qui va nous aider dans la réalisation d'une tâche à un moment donné. Ici, je suis sur Sarenza. Je me retrouve avec un sélecteur de marques et de types. Je vais choisir des baskets. Et je vois que des baskets, il y en a 4148. Donc ça, c'est une information qui va m'aider parce que je sais à l'avance combien de résultats j'ai obtenus et combien je peux en parcourir. Et puis en bas, j'ai une pagination qui est mal faite par contre de ce point de vue. Parce que manifestement, j'avais de 1 à 5, maintenant j'ai de 3 à 7. Quand je clique sur 7, j'ai de 5 à 9. Donc je ne sais pas prédire combien de pages il y a en tout. Je sais combien il y a de chaussures en tout. Je ne sais pas prédire combien de pages il y a en tout. Donc ça, c'est dommage. On aurait pu améliorer la pagination. Les systèmes de pagination sont souvent des systèmes de pagination que les gens réutilisent tout fait sans se poser trop de questions sur comment bien les faire. Et donc par exemple sur Smashing Magazine, ancienne version, on se retrouvait confronté au même problème. La pagination ici, vous voyez, on ne sait pas à l'avance combien de pages on est susceptible de parcourir. Et ça c'est évidemment dommage, parce qu'on doit pouvoir anticiper quand même dans quoi on s'embarque. Smashing Magazine, je ne sais pas si vous connaissez le site, c'est un
un site, donc il a un peu changé d'apparence. C'est un site de référence, véritablement de référence. Il publie des livres aussi, parce que parfois il collectionne certains articles qui sont publiés sur le site et ils en font des livres, ce qui est un autre format très intéressant pour lire. Ils organisent des workshops et des conférences. Mais leur métier premier, c'est de publier, c'est un magazine, donc c'est de publier des articles. Et donc ils publient des articles sur les questions qui concernent les gens qui font du front-end et du développement dans le web. Donc vous trouvez des tas d'articles sur des tas de sujets, le design, l'accessibilité, l'intégration, JavaScript, voilà. Donc un très très bon site que vous devez, il est d'ailleurs dans ma liste, dans ma table des matières sur GitHub. Vous devez certainement, enfin, si vous vous intéressez au web, passer un peu de temps là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Tiens, il y a écrit ça aujourd'hui. Enfin non, si, aujourd'hui. Nunchuk. Regarderai. Donc, information générale, information ponctuelle et opportune. Donc le site finalement doit vous informer et prévenir l'internaute. C'est un des buts de l'information dont on parle ici. Ce n'est pas l'information que communique le site, mais c'est de l'information à propos du site, à propos de l'information. Vous devez donner assez d'infos et vous devez informer au bon moment. Et je terminerai cette partie sur l'information. Je pense que c'est la fin de la partie, oui. Avec un autre exemple qui justement parle de ça, d'informer au bon moment. C'est une situation qui m'est arrivée. On voulait voir un film qui s'appelait Le Dernier Loup et on ne le trouvait pas au Grignou. Et donc on est allé voir sur Kinépolis à tout hasard, tout en sachant très bien qu'on n'irait pas au Kinépolis, mais bon. La dernière fois que je suis allé au Kinépolis, dans la salle, en sortant, parce qu'il y avait des idiots qui faisaient péter des pétards derrière, on a regardé la moitié du film avec des policiers avec des mitraillettes et des chiens dans les travées, et on est sorti du cinéma encadré par des policiers avec des mitraillettes. C'est super sympa d'aller au cinéma et de vivre ça dans des conditions comme celle-là. C'était il y a 10 ans et je me suis promis que je n'irai plus jamais, je ne suis plus jamais allé. Donc, leur site n'est pas mal non plus, en tout cas n'était pas mal non plus. Ici, donc, je cherche le film en question, Le Dernier Loup, je le trouve, il est là. Donc, je sélectionne ce lien. Je vois que c'est le bon film, je vais dans Programmation et tickets. Le cinéma est présélectionné, je choisis une date. Voilà. Il n'y a qu'une heure qui est disponible, donc je dis que je vais acheter les tickets. Là, je me retrouve face à une autre interface. C'est une application Flex qui est lancée, enfin, soit, peu importe. C'est une autre interface, donc c'est quand même un peu perturbant. J'ai un récapitulatif, je peux choisir le nombre de tickets. Je pense que là, j'ai tergiversé un petit peu, je ne sais pas trop pourquoi, donc je vais avancer. Voilà, donc je vais choisir le nombre de places. Voilà. Je choisis le nombre de places, je clique sur la suite. Est-ce que ceci est correct? Je vérifie, oui, c'est correct. Je me retrouve face au plan de la salle. Je peux apparemment choisir l'endroit où je veux m'asseoir. Ok, peu importe. Il y a deux zones. Voilà. Je vais cliquer sur Suite. Et là, on me demande des informations cruciales, puisqu'on me demande de m'identifier. Et moi, je me suis arrêté là, du coup, parce qu'il me manquait une information vraiment importante avant de dire qui je suis. Il n'y a rien qui vous a... Le prix. Ah oui, le prix. On ne m'a pas dit le prix. Je ne sais pas combien ça coûte et on me demande de donner l'email. Il faudrait quand même qu'ils jouent leur part du travail, enfin qu'ils fassent leur part du boulot. Quoi. Je ne vais pas commencer à m'inscrire. Je sais bien que je ne vais pas encore payer maintenant, mais je vais leur donner une information importante, c'est mon email. J'aimerais bien savoir dans quoi je m'engage. Donc le prix, ils auraient pu me le donner, et ils ne me le donnent pas. Or, c'est quand même une séquence d'achat d'un ticket. Donc ça ne va pas du tout, évidemment. Apparemment, j'ai encore un autre exemple. Un autre exemple donc, de situation, là c'est Myriam qui avait eu le problème, et donc je l'ai reproduite pour vous montrer. Donc c'est sur un magasin qui vend des produits de soins apparemment, et donc on cherchait du shampoing. Donc là j'ai fait une simulation, je choisis du shampoing, et puis je vois il y a quantité, on peut mettre un numéro. Donc je mets 10, et j'ajoute au panier, et tout se passe bien.
Donc j'ai ajouté le produit au panier, commandé. Et puis je me retrouve face à l'interface, et là, le 10 n'est plus là, c'est 4. Donc je supprime le 10, et je me supprime le 4 et je mets 10, mais on me dit là, stock limité à 4. On aurait pu me le dire avant, comme avec Sarenza. Bon, ok, je vais laisser 4 alors. Je vais passer la commande. Donc là, je vais remplir le formulaire avec mes informations. Voilà, et puis là, je vais choisir le pays. J'habite en Belgique. On me met un petit V à côté. Et puis je fais continuer. Et voilà le résultat que j'obtiens. Ce pays n'est pas livre. Je dis ça parce qu'il y a des accents en capitale aussi. Hein. Je suis désolé, il y a des accents en capitale aussi. Donc moi je dis ce pays n'est pas livre. Bon, allez, après je fais un peu de preuve de mauvaise chose, j'ai compris, ce pays n'est pas livré. Mais pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas dit avant? Pourquoi est-ce qu'on me permet de choisir la Belgique? Si on avait bien fait, quand je choisis Belgique, on aurait dû me mettre ici le message tout de suite à côté avant de me permettre de valider le formulaire. Aujourd'hui, avec JavaScript, c'est absolument enfantin de faire ce genre de choses. Donc, voilà, c'est juste pas normal de ne pas le faire. Et puis, on aurait pu me prévenir aussi en amont. Sarenza, par exemple, vous l'avez vu tout à l'heure, Sarenza a détecté que j'étais belge. Sarenza savait que j'étais belge et m'a demandé si je voulais sur le shop belge. Ici, il pourrait aussi détecter que je suis belge et me mettre un message d'avertissement qui me dit attention, il semblerait que vous êtes en Belgique, sachez que nous ne livrons pas en Belgique. Après, je peux quand même utiliser le site, mais on pourrait faire livrer chez un ami qui habite en France, par exemple. Ici, on ne m'informe pas du tout. Donc, on aurait pu m'informer avant, me prévenir, et ça n'a pas été fait. J'ai encore d'autres exemples. Donc, je vais continuer avec les autres exemples. Ça, c'était un site sur Awards. Je n'ai jamais compris ce que c'était non plus, je n'ai jamais su l'utiliser non plus. J'ai pas besoin de vous mettre en route parce que, en fait, voilà ce qui s'est passé. Donc, j'arrive sur cette page et je vois que ça s'appelle Face Mother, et puis je vois du texte manifestement dans une langue que je ne connais pas, donc je ne le lis pas. Et je vois un bouton Download. Et je me dis quoi, je dois télécharger, c'est une application, je dois la télécharger, donc je clique sur Download. Et je me retrouve sur la page d'accueil de Google Chrome. Alors pourquoi ça ne s'appelle pas Download Google Chrome? Alors après, je me dis, tiens, je vais quand même essayer de comprendre ce qui est écrit. Donc c'est du portugais, donc c'est pas très compliqué, ça ressemble fort au français. Para obter meilleure performance, pour obtenir la meilleure performance, et desfrutar de todo a tecnologia disponibile. Et desfrutar, c'est obtenir les fruits, donc c'est bénéficier de toute la technologie disponible, utiliser le browser Google Chrome. Ok, donc j'ai dû vraiment réfléchir, extrapoler le portugais en français et me dire que en fait finalement le truc c'est que si je veux voir ce site je dois télécharger Google Chrome. Mais pourquoi est-ce que, alors dans le bouton c'est download en anglais, pourquoi est-ce que du coup ils utilisent deux langues? Quitte à utiliser l'anglais, pourquoi est-ce qu'ils ne mettraient pas aussi une petite phrase en anglais qui viendrait? Et puis s'il y avait eu download Google Chrome en dessous, au moins je n'aurais pas cliqué sur le lien pour rien, je n'aurais pas commis une erreur et j'aurais pu comprendre plus facilement que c'était nécessaire d'avoir Chrome pour utiliser ce site. Donc voilà, des détails de communication, hein, d'écriture, mais qui changent l'expérience utilisateur. Encore un autre exemple ici. Je voulais installer SketchUp. Vous connaissez tous SketchUp, c'est le produit qui permet, enfin, un logiciel qui permet de faire de la 3D, des constructions architecturales, et pas seulement d'ailleurs, avec une interface qui est extrêmement simple à utiliser. C'est plus facile que Maya ou d'autres logiciels, et moins puissant. Moi j'en avais besoin pour des petits besoins ponctuels, et donc je me dis, je vais le télécharger, c'était pour l'école. Donc j'envisage d'utiliser SketchUp pour une utilisation pédagogique. Donc je suis sur cette page SketchUp, vous êtes sur le point de télécharger SketchUp. Étape 1, le choix du produit. J'envisage d'utiliser SketchUp pour une utilisation pédagogique. Et donc, on me montre qu'il y a deux produits, SketchUp Make et SketchUp Pro. Ok, et puis, alors en fait, je ne suis pas du tout en train de choisir SketchUp Make ou SketchUp Pro, je suis en train de lui donner une information qui va l'aider à décider pour moi lequel correspond. Donc les intitulés ne sont pas bons. Mais bon, bref, passons. Je lis un petit peu, je vois SketchUp Make, apparemment c'est celui qu'il me faut. Donc apparemment c'est SketchUp Make que je vais choisir. Étape 2, ah non, step 2, pas étape 2 et step 2. Pourquoi on passe en anglais soudainement? On ne sait pas.
Step 2, tell us a bit about yourself. Donc je mets mes informations. Je sélectionne mon système d'exploitation. Et puis, étape 3, alors là je dois aller à droite, qu'on n'est pas dans une séquence verticale, soit. Étape 3, je veux télécharger. Là je vais vraiment télécharger le produit que je veux télécharger. Sauf qu'il n'y a pas SketchUp Make, il y a création SketchUp. En fait, SketchUp Make c'est le nom anglais et création SketchUp c'est le nom français. Et du coup, je ne savais pas très bien ce que j'étais en train de télécharger. Vous imaginez comme cette interface est confuse. Et donc, je suis allé voir sur Produits s'il y avait moyen de faire la distinction entre SketchUp Make, SketchUp Pro et création SketchUp. Et je vois que dans Produits, en fait, il n'y a que SketchUp Pro et création SketchUp. Donc, création SketchUp, c'est SketchUp Make. Donc là, des problèmes d'internationalisation et aussi d'autres problèmes ont fait que j'ai pas compris en fait dans un premier temps ce que je voyais, ce que je devais faire. Et ce n'est qu'après que j'ai, avec un peu de persévérance, que j'ai finalement pu le faire. Alors ça c'est encore un autre exemple. Donc ça avait posé pas mal de problèmes à certains de nos utilisateurs lors du test utilisateur resto.be. C'est le formulaire qui permet de chercher un restaurant pour pouvoir écrire un avis. Donc je suis sur cette page et je veux écrire un avis. Donc je clique, enfin non, je ne suis pas sur cette page, je suis n'importe où, mais je clique sur la page, sur le lien écrire un avis. Je me retrouve sur cette page. Et là je vois lancez-vous. Alors pensons au HTML. J'ai cliqué sur écrire un avis. Donc la fonction première de cette page, en tant que ressource web, cette page, c'est la page qui permet d'écrire un avis. Donc son titre principal, c'est écrire un avis. Ou écrire un avis à propos d'un restaurant. Ici, le titre principal, c'est Lancez-vous, ce qui est très générique. Donc le H1 est très mauvais, parce qu'il ne décrit pas la ressource face à laquelle on se trouve. Mais en fait, c'est pas juste ce que je suis en train de dire, parce que j'ai été voir, le H1, c'est ce machin-là. Donner un avis sur resto.be, qui visuellement est minimisé, et qui est sur le côté. Donc ça semble être un truc un peu annexe. Pas du tout le titre de la ressource, mais un truc un peu annexe. En plus, le libellé est très mauvais. Donner un avis sur resto.be, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne un avis sur le site resto.be, c'est un très mauvais site, ou bien je donne un avis sur un restaurant qui est référencé sur resto.be. Alors, je sais que c'est donner un avis sur un restaurant qui est référencé sur resto.be, mais c'est pas clair. Et en plus, leur formulaire de recherche n'a pas fonctionné parce que le restaurant en question existait, mais je ne l'ai pas trouvé dans la liste, alors que sur ce formulaire-là, je le trouvais. Pourquoi ont-ils deux fonctions de recherche différentes? Je ne sais pas. Donc voilà des exemples de mauvaises informations données à l'utilisateur. Encore un autre type d'information. On a vu les notifications, l'information ponctuelle, l'information opportune, l'information générale. L'information qui vient après une action de l'utilisateur, on appelle ça un feedback. Ça, vous connaissez ce mot-là. Et les feedbacks, c'est aussi quelque chose d'important et de difficile à mettre en place. Votre feedback il doit être visible, compréhensible et mis correctement en relation avec l'action que vous venez de faire et qui pose un problème. On va prendre encore un exemple sur resto.be. Tiens. Le site propose donc la fonctionnalité de création de commentaires ou d'avis. Donc ici, j'ai voulu poster un avis sur le temps retrouvé. Et on me dit, voilà, maximum daily user review limit reach for this restaurant. Pourquoi est-ce que soudain, alors que tout le texte est en français, j'ai un message de feedback qui est en anglais, qui n'est pas compréhensible pour un certain nombre de personnes. Donc le message me dit qu'il y a un nombre d'utilisateurs maximum par jour qui peuvent poster une review sur ce restaurant. Je n'ai pas été informé à l'avance, j'ai soumis le formulaire, on ne me l'a pas dit. En plus, moi j'en ai soumis qu'une et quand j'étais là, il y en avait 13, sans doute pas posté ce jour-là, donc voilà, je ne sais pas. Donc j'ai manqué d'informations à l'avance et le feedback est mauvais, il est en anglais. Et puis, dans les sélecteurs de qualité, donc on peut donner des valeurs à certaines qualités du restaurant, le service, l'atmosphère, la qualité de la nourriture. Et donc, pour côté, on met des étoiles. Et quand je n'en mets pas, on me répond doit être plus grand que 0. Alors, qu'est-ce qui doit être plus grand que 0?
Et ici, je n'ai pas de sélecteur numérique, j'ai des étoiles. Donc vous devez choisir au moins une étoile, serait le terme le plus adéquat, enfin serait le feedback le plus adéquat, mais pas doit être plus grand que 0. Le feedback, c'était aussi ça qui m'avait posé problème avec ce site-là, que je vous remontre. Voilà, on va fermer celui-là. Donc, souvenez-vous, j'avais entré HEPL, HEPL, donc j'avais pas mis un email là où il fallait un email. Combien d'employés, je ne sais pas, voilà, tops. Et donc, je clique sur le bouton, et on me dit « It doesn't look like an email address ». Qu'est-ce qui doesn't look like an email address? Comment est-ce que moi je peux, ici, savoir à quel champ fait référence ce feedback? Donc déjà, il y a le premier problème qui est le problème du label. S'il y avait un label, je pourrais imaginer d'identifier facilement le champ. Mais en plus, il faudrait que le feedback il soit présenté en regard de l'erreur qui vient de se présenter. Donc il apparaisse à côté du champ qui a un problème. Voilà, imaginons maintenant que vous avez informé correctement votre utilisateur, vous avez fait des efforts dans ce sens-là. L'étape suivante, c'est de vous poser la question de savoir si vous avez construit une interface qui reste malgré tout compréhensible. Parce qu'au-delà des mots, donc l'information, ça parle essentiellement des mots, de la rédaction, de ce qu'on écrit. Au-delà des mots, vous pouvez ajouter d'autres éléments dans des interfaces qui vont favoriser des interactions. Par exemple, utiliser des icônes. Donc la question de la compréhensibilité des icônes est une question qui est importante, de la compréhension que vont avoir vos internautes des éléments d'interface que vous leur proposez. Voici un exemple d'interface qui m'était proposée il y a 4 ans, je pense. Et puis l'étudiant m'avait proposé un menu de navigation constitué uniquement d'icônes. Donc il y en a une qui a un fond différent, je me suis dit que c'était le logo. Bon, là, je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications. Mais après, le deuxième, je pensais que c'était un chat. Le troisième, je pensais que c'était un endroit où je pouvais récupérer des fichiers, ou télécharger des fichiers, où on déposait. Le quatrième, j'avais fait l'hypothèse que c'était des informations à propos de lui. Et le cinquième, je pensais bien que c'était une page de contact. En fait, le deuxième, c'était un blog, enfin un chat. Et le troisième, c'était la liste de ses projets. Et pas un espace où on peut stocker des fichiers ou que sais-je. Donc, j'ai eu un problème de compréhension. Là, le truc que vous devez retenir, c'est que des icônes ne suffisent pas. C'est jamais une bonne idée de faire une interface uniquement avec des icônes. Encore cette année, il y en a qui me montrent des projets dans lesquels ils n'utilisent que des icônes, et je dis non. Donc, des icônes ne suffisent pas, vous devez aussi utiliser des mots. Prenez l'exemple de l'application iOS de Twitter, et vous voyez ici, c'est 2 fois la même, sauf que oui, c'est 2 fois la même. Enfin, ce sont deux interfaces mises l'une à côté de l'autre. En fait, vous ne voyez que ça dans un téléphone. Ici, il y a un copier de 2 interfaces. Donc, vous voyez que les icônes sont systématiquement associées aux termes correspondants. Alors, Twitter fait des tests utilisateurs. Ils n'ont pas fait ça par hasard, donc ils savent que c'est nécessaire. Voici un exemple qui est un peu intermédiaire, pas encore satisfaisant. D'une interface avec des icônes. Et c'est au clic, le clic c'est trop tard, il faudrait que ce soit au rollover, c'est au clic que vous voyez apparaître le mot correspondant. Donc là, ça va aider un peu à l'apprentissage du sens des icônes et du menu de navigation. Mais ce n'est pas encore idéal. Toujours avec cette manie de truffer nos interfaces d'icônes. Donc là, c'est un truc qui m'était arrivé aussi. Je vais sur le site de MJ Sport. Je ne connaissais pas, c'est un ami qui court aussi, qui m'avait renseigné ce magasin, dont je sais maintenant qu'il est à recours. Et donc j'arrive sur la page d'accueil du site et je vois différents sports qui sont présentés.
Je vois tout un tas d'offres promotionnelles. Je peux survoler, il y a des informations en plus. Et en fait, moi, je cherchais où ça se trouve. Et là, je vois un chronomètre, je ne sais pas ce que ça veut dire, et puis je vois un téléphone, et je me dis que c'est un téléphone, d'autant plus que ça ressemble à un truc cliquable. Je me suis dit que ils avaient mal fait les choses et que c'était destiné en fait à être utilisé sur un téléphone portable, et que quand on cliquait là-dessus, en fait, on activait l'application téléphone et qu'on téléphonait. Mais en fait, non, après m'être découragé de trouver dans cette page les coordonnées, je me suis dit que ça devait être ça qui représentait les coordonnées. Donc je n'en étais pas sûr, et de fait j'ai trouvé alors du coup les coordonnées. Donc j'ai fait une hypothèse, j'ai fait un choix d'utilisation dans l'interface qui était hypothétique, il n'y avait pas de certitude, vous ne devez pas créer des situations où les utilisateurs ne sont pas sûrs d'eux. Les utilisateurs doivent être sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté, et les liens doivent être totalement prédictibles et compréhensibles. Donc ici il y a de nouveau un problème de compréhension sur ce lien-là. Donc la façon avec laquelle vous allez libeller les liens, c'est quelque chose d'important aussi, parce qu'au-delà des icônes et tout ça, vous allez améliorer la compréhension des liens en les labellisant correctement. Voici quelques exemples de liens bien et mal libellés. Par exemple, un site qui proposerait de voir une démo d'un produit. Click for a demo, c'est pas bon, parce que vous ne savez pas si vous allez télécharger la démonstration, vous savez pas, le verbe est trop général, vous ne savez pas ce que vous allez faire en cliquant, vous ne savez pas bien prédire ce que vous allez faire en cliquant sur ce lien-là. Tandis que View Demo, vous pouvez déjà plus imaginer que vous allez voir en live une démonstration dans le navigateur suite au clic. Ceci, c'est particulièrement parlant. Les liens cliquez ici ou ici, here, des choses comme ça, c'est toujours mauvais. Ne faites jamais ça. Ici, voilà deux exemples. Scamworld is available on the Kindle Store. You can download it right here. Vous avez un lien sur here. C'est mauvais. Il vaut mieux faire le deuxième. You can download Scamworld on the Kindle Store. Alors, petit commentaire par rapport à ça, justement. Imaginez qu'on ait fait le lien sur Download Scamworld on the Kindle Store, ça voudrait dire que le lien active le téléchargement. Si vous faites juste le lien sur Scamworld on the Kindle Store, vous avez un lien vers la fiche qui présente le produit sur le Kindle Store. Ce n'est pas un lien de téléchargement. Donc, l'étendue du lien aussi, les mots qu'elle englobe, aident l'utilisateur à comprendre l'action qu'il doit faire en cliquant sur le lien. Même chose ici, pour améliorer un peu la compréhension des liens et la prédictibilité de ceux-ci du coup. Photos of my trip are here, here and here. Voilà. On ne sait pas prédire dans quel album ou photo on va tomber avec les trois liens qui sont là. Tandis que Photo of my trip at the beach on the boat going fishing, là vous avez l'occasion de savoir dans quel album vous allez tomber. Et donc c'est plus prédictible et mieux compréhensible. Un lien comme celui-ci aussi, I'm on Twitter, follow me for the latest updates. Le lien Twitter, c'est un lien qui normalement doit mener vers la page d'accueil de Twitter, pas vers le profil d'un utilisateur. Si vous voulez mener vers le profil d'un utilisateur, for the latest updates, follow me on Twitter, @WillSmith, voilà, vous mettez là @WillSmith. Ça c'est le lien, effectivement. Sur l'ancien site de la ville de Liège, pareil, vous aviez des liens, cliquez ici dans cette partie d'information. Trois liens, cliquez ici. Alors déjà, ça n'aide pas au scan visuel de la page, parce que le scan visuel de la page, les utilisateurs vont scanner la page visuellement, essayer de repérer les éléments d'interaction, donc les liens qu'ils sont susceptibles d'utiliser. Ici, c'est tous les mêmes. Donc il n'a pas plus d'informations s'il ne fait que scanner la page. Donc il est obligé de lire le contexte qui vient autour du lien, ce qui est dommage. Et puis quand vous avez simplement cliqué ici, vous ne savez pas ce que vous allez voir. Donc par exemple, visite guidée thématique, programme complet, cliquez ici. Bon, là je peux un peu mieux imaginer, mais il a fallu que je lise. Alors qu'on aurait mis le lien sur programme complet, c'était bien meilleur. On enlève le cliquer ici. Ici aussi, découvrez ici toutes nos formules pour les groupes. Visite guidée, forfait machin, et réservé en ligne. Découvrez ici toutes nos formules pour les groupes, ça pourrait être le lien, et ne pas mettre cliquer ici.
Le cliquer ici pose un problème d'accessibilité en plus. Donc pour les personnes qui utilisent des outils d'assistance, les malvoyants, les aveugles, enfin tout un tas de types d'utilisateurs. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler quand on parlera d'accessibilité. Un autre problème de compréhension d'une interface ici, j'étais sur LinkedIn, et je ne vais pas souvent sur LinkedIn, et là je cherchais des informations à propos d'un nouveau collaborateur qui avait été engagé dans une agence qui a été créée par des anciens d'ici. Et donc je tombe sur cette partie-là de sa page. Je vois compétences, top des compétences, et je vois un web development, un web applications, un PHP, un MySQL, et un avatar générique sur le côté. Et je n'avais pas encore vu cette interface, je ne savais pas très bien à quoi ça correspondait. Donc je me suis dit que c'était lui qui avait voulu mettre en évidence les compétences qu'il avait. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte, en allant voir ma page, que c'était des recommandations, compétences et recommandations. D'ailleurs, le nom a changé depuis, vous voyez, au-dessus c'est compétences, et là c'est devenu compétences et recommandations. Donc, en fait, c'est une fonctionnalité qui permet aux gens de votre réseau sur LinkedIn de dire s'ils estiment que vous êtes compétent dans tel et tel et tel domaine. Et donc, vous avez ici, ça c'est pas clair, quoi. Donc, pour le rendre clair, on aurait pu mettre les recommandations, enfin comme titre, un truc qui parle de recommandations. À droite, ils l'ont recommandé, et puis à gauche, les compétences qu'il a. Voilà, je me suis arrêté ici avec les précédents, donc je vais m'arrêter ici avec vous aussi. On continuera la semaine prochaine.